Bien, donc le Grand Menhir se situe dans un ensemble de monuments qui sont notés ici. On a le tumulus d'Ergra. Ici, c'est une reconstitution un peu du tumulus parce qu'il y avait un grand parking ici qui avait été poussé par un bulldozer dans les années 60. Et donc, le tumulus avait été détruit, donc ça a été reconstruit en 91. Et dans ce tumulus, il y a ici une chambre dolménique, a priori pas de couloir d'accès, mais une chambre dolménique donc dans un tumulus avec un gros bloc d'orthogneiss aussi en dalle de couverture. Et donc cette chambre va être importante, on va voir plus tard dans la conférence que sa position au centre de l'axe est très importante. On peut constater que le grand menhir brisé, la base du grand menhir brisé ici, là, est dans l'axe du tumulus. Je vais vous montrer une photo. Donc, si c'est un tremblement de terre qui l'a fait tomber et qu'il est tombé naturellement à cette position-là, la nature a bien fait des choses. C'est mon opinion que ce bout de menhir a été tourné pour être orienté dans l'axe du tumulus. Les autres morceaux, ici, sont orientés sur un axe est-ouest. Ici, ce n'est pas orienté sur les axes, mais je reviendrai. Ces trois morceaux restants sont orientés est-ouest. Nous avons, les fouilles de 91 ont montré qu'il y avait des fosses de calage de menhirs. Les menhirs n'existent plus, on n'a pas de traces de ces menhirs, mais on a trouvé dans le sol des trous avec des pierres, comme des pierres qui avaient servi à caler des menhirs. Et donc, on pense qu'autrefois, il y avait un alignement de menhirs qui partait du grand menhir, qui avançait ici, 16 menhirs, on a compté, et que ces menhirs auraient été détruits, entièrement enlevés, mais que leur fosse de calage serait restée. Et puis, nous avons ici la reconstitution moderne, le cairn moderne qui recouvre le dolmen de la table des marchands. Cette reconstitution date aussi de 91. Elle est énormément critiquée, même au sein du Conseil général du Morbihan. Elle ne correspond pas, elle correspond à une idée et non pas à une réalité. Mais puisqu'elle est là, maintenant, elle reste. Et à l'intérieur de cette coque-là, on va trouver une pierre gravée, qu'on appelle la déesse de la table des marchands, une magnifique pierre dont j'ai parlé aussi dans la conférence sur la déesse. Donc ça, c'est l'ensemble. Alors notre sujet, c'est le grand menhir. Mais en fin de conférence, je vais quand même parler de sa relation avec ses voisins les plus proches. Parce que le grand menhir, en réalité, était en relation avec des monuments très loin. Voici la table des marchands avant d'être enfermée dans sa coque actuelle. Donc, c'était vraiment une lame d'orthogneiss aussi. Vous voyez, cette pierre qui résiste à la cassure, comme ça, posée horizontalement. Et elle est courbe en dessous. Et elle est posée sur la partie courbe. Ce qui fait que là où elle repose ici, elle est positionnée vraiment ici, vous voyez, sur le bas, comme ça, de sa courbe intérieure, comme ça. Apparemment, madame n'a pas su monter sur le... C'est une autre photo prise de l'autre côté. On voit vraiment le côté aérien de cette pierre. On voit comme quelque chose qui flotte dans l'air, comme ça. C'est vraiment un sujet très important et c'est un sujet que je vais aborder dans la prochaine conférence. Pourquoi ces immenses blocs ont été positionnés pour avoir un air léger, comme ça. Alors que leur nature est lourde, mais il dégage quelque chose de léger. Donc c'est possible. Voici donc une photo qui montre la relation entre l'entrée, ici c'est l'entrée du dolmen,
La coque ici, les pierres ont été reconstituées, mais l'entrée est à sa position d'origine. Là, c'est la base du Grand Menhir. Ça, c'est le soleil couchant du solstice d'hiver. Le soleil va venir se coucher ici dans l'axe. Et donc, on peut savoir qu'à l'époque, au solstice d'hiver, lorsque le soleil se couchait au solstice d'hiver, l'ombre du Grand Menhir venait comme ça effleurer l'entrée du dolmen. Donc, cette relation-là est importante, cette relation entre le menhir et le dolmen, et elle est marquée par le couchant du solstice d'hiver. Alors, en ce qui concerne l'emplacement de la base du Grand Menhir, donc voici une photo de la base, la partie basse. Ici devant, nous avons, Ici devant, nous avons donc des pierres qui ont été posées par les archéologues pour montrer l'emplacement de la fosse de calage du Grand Menhir. Donc, on voit que sa base est pointue, hein, parce que quand il tapait dessus pour l'enfoncer, mais sa base est pointue, donc elle rentre dans le sol, et on peut constater donc qu'elle est lissée, elle est polie jusqu'à un certain point, et ensuite elle est laissée rugueuse. Donc on peut savoir quelle est la partie qui était dans le sol et quelle est la partie qui dépassait. Ça se voit sur le menhir. Donc l'emplacement de sa base, c'est près de sa base, là. Alors pourquoi j'indique ça? Parce que le lieu choisi pour mettre ce menhir, sûrement, n'était pas du tout fait au pif. Hein, on peut penser que tout ça, ça a été mûrement réfléchi, mûrement organisé, planifié. Et lorsqu'on regarde l'emplacement, alors, pour une raison que je n'explique pas, sur Google Earth, alors que toute la région, on a des images d'une grande limpidité, sur cette partie-là, c'est flou comme ça. On n'a pas encore, sur cette zone, et uniquement sur cette zone, on n'a pas d'image très nette. Donc j'ai pris la photo aérienne à côté pour comparer avec l'image satellite de Google Earth. Vous voyez, on voit bien quand même, ça c'est l'allée. Ici, on le voit là, l'alignement disparu. Et donc, le pied du Grand Menhir ici se trouve ici. Là, on a la route. Ici, on a la route. Donc, le pied du Grand Menhir est exactement ici. Et donc, je vous invite à regarder en tout en bas de l'écran la latitude de ce Grand Menhir. Et nous lisons 47,571428. Hein, il y a un truc qui vient bloquer, mais c'est marqué 47,571428. Voici 47,571428 de latitude, donc là précis au mètre, là, 6 places de décimales. Et ce nombre, 47,571428, est exactement 333 divisé par 7. Alors, on pourrait dire, bah, ça c'est drôle. Mais moi qui ai étudié le mégalithisme depuis longtemps, évidemment, il y a quelque chose à comprendre ici. A priori, d'emblée, on pourrait dire, bah, numériquement, c'est intéressant, puisque c'est le 3, la répétition du 3, la trinité, et puis le 7 qui est lié à l'octave, qui est le nombre correspondant à la répartition des vibrations dans l'espace. Et donc, on a une sorte de relation entre la création et la répartition des vibrations dans le monde. Donc, en tant que nombre symbolique, déjà, c'est une très grande importance. 333 n'est pas un nombre anodin symboliquement. C'est une moitié de 666 au passage. Et donc, numériquement, c'est quelque chose de très intéressant. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça, puisque ce nombre va nous permettre de comprendre des choses sur le plan cosmique.
Alors, premièrement, juste pour les questions de division par 7, au cas où vous ne connaîtrez pas, la division par 7 est quelque chose de très particulier. Si on prend 1/7, nous avons cette valeur 0,142,857. Si nous prenons 2/7, au fait, on a la même rotation. Alors, 1,42857, puis ça continue, ça se répète. Donc, si on continue les nombres, 1/7, c'est 0,142,857, 1,42857, 1,4, voilà. Si on prend 2/7, c'est le même cycle de nombres, mais on commence par le 2. 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4. 3/7, ben on commence par le 4. Il n'y a pas de 3. Vous remarquerez que dans cette répétition de nombres, on n'a pas 3, 6 et 9. On a 1, 4, 2, 8, 5, 7, 2, 8, 5, 7, 1, 4. 3/7, c'est 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4/7, 5, 7, 1, 4, 2, 8. 5/7, 7, 1, 4, 2, 8, 5. 6/7, 8, 5, 7, 1, 4, 2. Voilà. Et puis, 7/7, c'est 0,999999991, quoi. Donc ça, c'est déjà une particularité du nombre 7. C'est quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais... Et 8/7, eh ben, on recommence 1,142,857. Bon. Ces nombres peuvent être inscrits dans un carré magique, où finalement, je peux lire horizontalement ou verticalement, et systématiquement, j'aurai la division d'un 7e. Et si je lis la première ligne, j'ai 1/7, etc. Puis après, j'ai 3/7, 2/7, enfin... Mais si je lis les colonnes, etc., j'ai les mêmes choses. Et ce qu'on constate en plus, c'est que si je prends la diagonale de ce carré magique, j'ai une ligne de 7. Voilà. Donc, c'est un nombre, cette division par 7 est quelque chose de très intéressant, hein, d'un point de vue des nombres.